Bonjour, chers amis, chers abonnés, chers spectateurs du Cercle Aristote. Bienvenue dans un nouveau numéro de Geek et Politique. Comme vous le voyez sur la miniature, un Geek et Politique consacré à la saga Dune. Pour en parler aujourd'hui, trois invités exceptionnels que vous connaissez ou peut-être pas du Cercle Aristote. Évidemment, je suis accompagné aujourd'hui par le co-créateur de l'émission, le geek en chef du Cercle Aristote, Simon. Simon, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour Nicolas, moi ça va très bien, même si pour être à l'heure, ce matin, j'ai marché près de 8 kilomètres, avant mon café du matin, mais sinon, tout va bien. Donc, Simon, tu t'es déplacé ce matin parce que tu es allé à la rencontre d'un membre historique du Cercle Aristote qu'on a pu voir récemment dans une conférence avec l'ami Arnaud Breton sur la guerre de 7 ans, d'ailleurs très intéressante. C'est Laurent Henninger. Laurent, bonjour. Bonjour. Donc Laurent que vous connaissez et puis bien entendu, dernier, membre à participer à cette émission, c'est notre ami, qui est en Chine, c'est Guillaume Tahar. Guillaume, tu connais parfaitement, la saga, Dune notamment parce que tu en as lu les bouquins, tu as suivi, tu connais très bien cette saga. Comment est-ce que ça va, Guillaume et quel temps il fait en Chine? Très bien. Plutôt froid. Les hivers de Pékin sont rudes. Oui, ça, tu m'étonnes Guillaume. Guillaume, mathématicien qui était venu faire une conférence, là, au Cercle Aristote, mais qui n'avait pas été, captée, il me semble. Non, elle est pas trouvable sur YouTube, mais ça s'était plutôt bien passé. Donc voilà, donc des gens qui vont nous parler des différents aspects, de Dune. D'ailleurs, Simon, est-ce que tu peux nous expliquer, vu qu'on t'a en ligne, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet et avec quel angle tu voulais le traiter, Simon? Oui, tout à fait. Alors, d'une, il faut savoir que, c'est pas un univers dans lequel je suis, arrivé, dans ma, on va dire, prime jeunesse, adolescence, même si ça fait évidemment très longtemps que j'en entends parler, que je connais. Heu, Au départ, quand je l'ai redécouvert donc avec les romans et surtout les films de Denis Villeneuve. C'est les films qui m'ont décidé enfin à m'attaquer aux romans. Je trouvais que, c'était une histoire qui avait, bon évidemment beaucoup d'aspects politiques directement, puisque d'une ça parle directement de la structure du pouvoir et de politique, dans le propos même des personnages qui parlent directement de ça. Un aspect aussi évidemment, poétique, puisqu'il y a beaucoup de figures de style, dedans. Même si, parfois j'ai pu trouver que les romans pouvaient être un petit peu, à la limite, on va dire, du genre du roman. Justement, je voulais, questionner le point de vue qu'évoque directement Frank Herbert sur certains aspects donc de la politique, de l'État, de l'armée. Et comme, je pensais que ça pouvait intéresser, plusieurs personnes, j'ai voulu, proposer ce format d'émission donc au Cercle Oui. Aristote. Et c'est pour ça notamment que tu es parti à la rencontre de l'ami, Laurent Henninger parce que, Laurent, tu n'es pas un spécialiste de Dune. En revanche, tu connais tu es un expert de l'histoire militaire, et de son développement de manière, générale et c'est pour ça qu'il y avait des ponts à faire avec la saga Dune. C'est ça, Laurent? En fait, comment dire? Non, moi, faut que je fasse un aveu dès tout de suite. Je n'ai pas lu la saga de Dune. J'ai pas encore eu le temps, hélas, et je le regrette bien, mais je compte le faire un jour, hein, si Dieu veut. En revanche, j'ai vu tous les films, y compris, celui des années 80, que contrairement à beaucoup d'autres, j'ai apprécié. Je dirai pourquoi tout à l'heure si on me le demande. Mais du coup, pour me rattraper de ne pas avoir lu le livre, les livres, regardé sur YouTube, pas mal de vidéos explicatives. Donc j'ai quand même une petite idée de la saga, malgré tout, plus détaillée que ce qu'on trouve dans les films. Et voilà, donc c'est plutôt en tant qu'amateur de SF, qui s'est un petit peu informé et en tant qu'historien, en général, d'ailleurs pas uniquement historien militaire, que je suis là.
Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est ravis de t'avoir. D'ailleurs, pour pas poser un peu le décor avant de rentrer dans les thématiques, on va dire, avant de rentrer dans les thématiques en elles-mêmes, Guillaume, toi qui connais, très, très bien, cette saga, est-ce que Guillaume, tu peux nous faire un petit, résumé de c'est quoi l'univers de la saga, Dune écrit par Frank Herbert, puis après, prolongé, notamment par, un de ses fils? Oui, alors Dune est une saga littéraire, initiée par Frank Herbert au début des années 60. Les premiers Dune est d'abord, paru sous la forme de nouvelles, au tout début des années 60. Herbert a écrit un certain nombre de suites, qui s'étendent jusqu'au milieu des années 80. Genre le dernier, donc on a Dune, la suite immédiate, Le Messie de Dune, qui fera partie de la prochaine adaptation de Denis Villeneuve. Ensuite, Les Enfants de Dune, L'Empereur de Dune, Les Hérétiques de Dune, La Maison des Mers. La Maison des Mers sort, je pense, en 1984 ou 85, couvrant environ 3000 ans d'histoire d'un univers de science-fiction. Si on prend la saga de Dune étendue, telle qu'elle a été développée par le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, aidé par un auteur de science-fiction, Kevin Anderson, on couvre, disons, 15 000 ans d'histoire dans une saga de science-fiction qui n'a pas tous les traits caractéristiques de la science-fiction. En particulier, c'est une science-fiction relativement pauvre en technologie hard et notamment sans extraterrestres. Le cœur, exactement, il y a que des humanoïdes, et en dehors des marges de la saga produite par le fils et Kevin Anderson, on n'a pas de robots. Alors, en fait, les robots sont en arrière-plan de la question de Dune, parce que il y a une genèse. C'est-à-dire que, alors, l'histoire du roman Dune, telle qu'elle a été reprise par les films, présente une société une société galactique quasiment féodale, avec un empereur secondé de grandes maisons nobiliaires qui tiennent des planètes en fief, planètes reliées par le commerce permis par des vaisseaux spatiaux tenus par une guilde de navigateurs pouvant littéralement plisser l'espace-temps et transporter leur cargaison ce que les astrophysiciens appelleraient les trous de verre, à l'aide d'une forme de préscience liée à une drogue que l'on ne trouve que sur une planète, la planète Dune, une planète désertique totalement hostile, et qui est le centre de pouvoir majeur de l'univers. L'élément perturbateur du roman Dune est le changement de fief de la planète Dune, aussi appelée Arrakis, d'une famille, les Harkonnen, c'est-à-dire les méchants, à la famille Atréide, c'est-à-dire les gentils. Donc on a ici un type d'histoire qui, in fine, ne doit pas grand-chose à la science-fiction, qui ici pose simplement le décor. Ça, c'est le point de départ de l'histoire de Dune. La genèse de cet univers, c'est un événement qui s'est passé 10 000 ans avant cette période, qui s'appelle le djihad butlérien, et qui est la révolte des humains contre les machines, parce que en arrière de l'histoire, déjà Frank Herbert cet élément de l'histoire a été développé dans les suites, mais Frank Herbert avait directement posé cet élément fondateur d'une dictature d'une intelligence artificielle, on est déjà là, sur une idée assez proche de celle de Terminator, c'est-à-dire une intelligence artificielle à qui on confère de plus en plus de pouvoir et qui finit par prendre le contrôle des États et à réduire les humains en esclavage. Les trois romans de La guerre des machines, du djihad butlérien et de La bataille de Corine, écrits par Herbert et Anderson dans les années 2000, racontent la victoire des humains contre les machines et l'établissement de l'impérium galactique,
tel qu'il va durer pendant 10 000 ans jusqu'au roman Dune, et qui se caractérise par une interdiction: tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Autrement dit, le point de départ de Dune, ce qui fait la spécificité de cet univers, c'est que c'est un univers de science-fiction où les ordinateurs sont littéralement interdits. Alors il y a d'autres interdictions, notamment on pourra y revenir quand on discutera des éléments militaires de Dune. Les lasers sont également interdits, c'est-à-dire que c'est un univers dans lequel non seulement il n'y a pas d'ordinateur, mais dans lequel, on se bat à l'épée, du fait de la présence de boucliers personnels qui permettent, de parer les projectiles allant trop vite, ce qui force les combattants à se battre au couteau. Et donc on a un univers de science-fiction de faible technologie, ce qui est véritablement l'originalité d'Herbert. Je pense que je peux m'arrêter non, plutôt que de m'arrêter là, il y a d'autres oui, 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 d'ailleurs, c'est un beau produit, on pourra en discuter, mais c'est un beau produit des années 60 New Age. On voit que là, j'en ai pas encore parlé, mais les 2 éléments essentiels, du cycle de Dune, très peu présents dans la science-fiction, c'est le thème, religieux, dans lequel on voit que Herbert connaît quand même beaucoup de traditions religieuses, emprunte pour composer son monde beaucoup de vocabulaire, islamique, hindou, c'est-à-dire que beaucoup d'écoles d'entraînement, on va parler des Bene Gesserit, on va parler des Mantas, empruntent, d'écoles de yoga indiennes, par exemple. On a des mots, le Prana Bindu, qui sont les techniques de contrôle de soi qu'ont les Bene Gesserit. Ils sont directement tirés de la découverte du yoga et de la méditation par les Californiens. On a, les fameuses Bene Gesserit ont un programme de sélection génétique qui vise à produire un surhomme, le Kfisat Aderer, qui est directement un mot hébreu qui veut dire le raccourci, pour permettre d'avoir accès, à une mémoire collective. Donc Herbert est vraiment un produit du New Age des années 50-60, et vraisemblablement, c'est le premier à avoir introduit ça dans la science-fiction, et peut-être mieux que ça, c'est quelqu'un qui s'est saisi de la science-fiction comme d'un genre pour pouvoir dire autre chose, pour avoir la plus grande liberté de création possible et parler de ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire le mythe, la religion et d'autre part l'écologie. Puisque l'un des thèmes essentiels autour de Dune, c'est la question de la terraformation d'une planète hostile. Cette planète désertique est peuplée par les Fremen, des espèces de bédouins, qui sont constamment chassés par les colons de l'Imperium, qui veulent simplement récolter cette épice qui permet aux navigateurs de naviguer. Ces Fremen ont un rêve qui est de transformer la planète Dune en un paradis avec de l'eau, des arbres, des plantes, qui soient propices à la vie. Le problème, c'est qu'on finira par le comprendre au cours de la série. L'épice est justement le produit de cet environnement terrible et inhabitable, et il y a forcément une contradiction entre la volonté de faire de cette planète un paradis et en même temps, la source de la denrée la plus précieuse de la galaxie, qui permet donc non seulement aux navigateurs de naviguer en toute sécurité, mais aussi pour différentes écoles de voir l'avenir, ainsi que, d'augmenter l'espérance de vie. Alors dans Dune, il est dit que, un noble particulièrement riche qui pourrait avoir sa dose d'épices quotidienne pourrait vivre 300 ans. Donc l'épice est véritablement une denrée qui sert à tout, et qui est le cœur du commerce de l'impérium. Simon, tu voulais justement une des 1res, choses qui sautent aux yeux quand on regarde ou quand on lit la série Dune, et c'est là que tu voulais poser la question à Laurent. Donc je vais te laisser, développer là-dessus puis donner la parole à Laurent après.
C'est justement sur cette question de la lutte pour cette, ressource qui, donne justement, qui est une transposition du pétrole, une métaphore et qui donne justement ce contrôle sur, les voyages longue distance notamment, ben, voilà, nécessaires, dans l'espace, parmi tous les autres pouvoirs qu'a cette substance, on va dire, particulière. Et c'est un des points justement où tu voulais avoir, l'avis de Laurent, qui avait donné pas mal de conférences justement sur les réseaux fluides, sur toute la logistique militaire, et cetera. Et donc, c'est pour ça que tu voulais avoir ça, Simon, c'est vrai? Ouais, alors pour, donner un peu le détail, Mais vas-y. rapidement, les c'est un des points sur lesquels, j'ai été un petit peu déçu de notamment certaines critiques qui disaient que finalement ce qui se passe à la fin du premier film Dune, enfin du deux là techniquement du deuxième film, pourquoi les Fremen l'avaient pas fait avant? S'ils sont si nombreux, si puissants avec les Vers des Sables, finalement ils pouvaient défoncer, les murs d'Arrakeen et venir et reprendre le pouvoir. Alors d'une part, le mur du bouclier qui entoure, Arrakeen, ne peut pas être brisé au n'a pas été brisé par les Vers des Sables, il a été brisé par les armes atomiques et les Fremen n'ont pas accès à ces armes atomiques. Elles sont disponibles uniquement parce que Paul Atreides a le sceau de sa famille qui lui permet d'accéder à ce stock d'armes, qui d'ailleurs dans l'histoire avait été stocké par son grand-père, donc le père du duc Leto, qui est mort pour une corrida d'ailleurs, hein, comme quoi, voilà. Donc ils avaient besoin de ça, d'une part et d'autre part, ils avaient besoin de déposer l'empereur et pour finir, l'empereur, en fait, c'est celui qui contrôle, le flux d'épices. Donc en fait, si, les Fremen prennent le pouvoir sur l'épice, en fait, c'est eux qui deviennent l'empereur. Parce qu'en fait, il y a pas d'empire sans épices, puisque ça contrôle à la fois le trafic des vaisseaux. Donc s'il y a pas d'épices, il y a pas de voyage interstellaire au sens interstellaire, c'est-à-dire d'un système stellaire, pardon, à un autre. Donc il y a pas d'empire, il y a pas de route de communication, c'est pas possible, d'une part. D'autre part, ça a tous les bénéfices notamment, donc qui sont dits gériatriques, mais qui permet, d'atteindre plusieurs siècles de longévité pour les humains et qui permettent aussi, aux mentats qui sont des sortes d'ordinateurs humains de fonctionner. Donc en fait, l'épice est totalement indispensable et elle est totalement indispensable au point que, comme je dis, celui qui est l'empereur, c'est celui qui contrôle l'épice et celui qui contrôle l'épice, c'est l'empereur, de fait. Et là, effectivement, c'est un parallèle qui est, évident, puisque bon déjà, l'histoire de Paul Atreides est quand même beaucoup, inspirée de l'histoire de Laurence d'Arabie, donc qui dit Arabie dit aussi pétrole et qui est aussi une ressource qui a été, contrôlée, notamment, par les Américains à partir, bon, au moins du pacte de Quincy. Puisque finalement celui qui contrôle le pétrole, c'est celui qui peut contrôler le monde et en fait, on ne peut pas contrôler le monde si on ne contrôle pas le pétrole. Donc c'était sur ce point de parallèle. Et donc sur ce point de ressources, indispensables, heu, que Laurent, est-ce que tu aurais, un avis sur le non? Pas spécialement sur le pétrole? Sur, l'aspect que, une ressource, aussi indispensable, heu, quelque part pour être un empire à l'échelle de la planète, on doit avoir le contrôle de ce genre de ressources et vice versa, si on a le contrôle de ce genre de ressources, c'est qu'on est une puissance à l'échelle de la planète. OK. Ouais, Laurent a un petit peu coupé, donc il disait que, finalement, il y avait pas grand chose à rajouter sur ce que je disais, mais que peut-être que Guillaume aurait, des détails, sur la question de la gestion de l'épice. Heu, le flux doit the spice must flow comme ils disent dans les romans. Oui, donc Laurent, on le voit que dans cette série, Dune, à part l'aspect évidemment aventure, fantastique, l'aspect, science-fiction, il y a tout un aspect, contrebalançage des puissances, tout un aspect géopolitique, un aspect de contrôle d'accès aux ressources et de contrôle, de jeux de pouvoir qui est très intéressant et qui résonne avec, une partie de notre histoire contemporaine. L'élément perturbateur du roman Dune, c'est un changement de fief entre la maison des Harkonnen et la maison des Atréides pour le contrôle de la planète Arrakis. La maison Oui. Atréide régnait sur une planète océan qui s'appelait Caladan, et le duc Leto, en arrivant sur Arrakis, explique à son fils: sur Caladan, nous régnons par la puissance des mers et des airs. Sur Arrakis, nous devrons développer la puissance du désert. Et c'est pour ça qu'il se lance dans un système d'alliance avec les Fremen, ces Bédouins qui contrôlent le désert. Oui.
Alors, Oui. naturellement, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le désert est un espace fluide? Bah, le désert est un de ces Et espaces est-ce qui que sont, l'action militaire dans le roman Dune en témoigne? ben, dans le roman, je ne sais pas, puisque comme je l'ai dit, je l'ai pas lu. Donc voilà. Maintenant, est-ce que, le désert est-il un espace fluide? Oui et non. Je pense qu'au départ, non, il ne l'est pas puisque c'est un espace malgré tout qui est solide, hein. On peut marcher dessus, avec nos jambes, hein, donc sans l'aide d'une prothèse machinique quelconque, comme un bateau ou un scaphandre, bon. Donc c'est un espace solide, mais c'est un espace qui tout en étant solide tend aussi à devenir un espace fluide puisque, il y a presque pas de point de repère, puisque, malgré tout, on peut pas y rester longtemps, comme c'est le cas pour les espaces fluides. Donc ça fait partie, c'est parce qu'entre ce que j'avais expliqué dans ma théorisation sur les espaces fluides et les espaces solides, c'est que espace fluide et espace solide, ce sont en quelque sorte deux points d'ancrage. Et en fait, entre les deux, il y a une sorte de curseur, et avec tout un tas de stades intermédiaires, d'espaces plus ou moins fluides, plus ou moins solides. Le désert, en fait, il fait partie, comme la banquise, comme des espaces de genre, de ces espaces où les marécages, ou les archipels, des choses comme ça, sont des espaces qui sont un peu entre les deux, qui appartiennent à la fois à ces deux pôles extrêmes, et en même temps qui appartiennent à l'autre. Voilà, donc voilà ce qu'est le désert. Simon, est-ce que tu avais Simon, est-ce que tu avais un point supplémentaire, auquel tu aimerais, justement poser à ce soit à Guillaume, ou à, Laurent concernant l'univers de Dune et la thématique du jour, voilà, pour enchaîner? Heu, Par rapport à ce que tu voulais, déposer quand on a préparé l'émission. ouais, alors moi juste sur, ouais, alors moi juste sur 2 points, rapides là sur le duc Leto et sur la notion d'espace fluide. Moi en essayant de me poser dans la réflexion de Laurent, je pense qu'il a raison sur le fait que malgré tout, même le désert d'Arrakis reste quand même un espace solide, mais je pense que c'est un des déserts, enfin même si c'est un désert de fiction évidemment, qui est le plus fluide qu'on puisse imaginer, parce que c'est quasiment impossible de survivre dedans sans prothèse, même si c'est pas impossible, c'est presque impossible. C'est presque impossible de circuler dedans, parce qu'il y a les vers qui tuent, tout le monde. Donc ça demande d'avoir justement des moyens de navigation, des ornithoptères, des choses comme ça. Donc mais je pense que ça reste malgré tout un espace solide puisque effectivement on peut quand même marcher dessus, on peut quand même survivre, pas bien, pas longtemps, mais on peut quand même un peu s'en sortir. Donc ça c'était pour compléter sur ce point-là. Sur un autre point, que je trouve intéressant aussi, sur justement l'aspect une seconde. Ouais, sur bon, point qu'on aurait pu évoquer plus tard potentiellement, mais sur la raison pour laquelle le duc Leto finalement est envoyé sur Arrakis, c'est, bon après Guillaume pourra, me contredire éventuellement, mais c'est essentiellement un piège de la part de l'empereur, parce que l'empereur se méfie beaucoup de l'influence positive qu'a, le duc, et cette influence positive, en fait, de ce qu'il raconte dans le roman, c'est beaucoup parce que entre guillemets «c'est un gentil», et le problème qu'il a, je pense que c'est un problème qui est bon, c'est un personnage d'un autre univers qui n'a rien à voir avec Dune, quoique. C'est le roi d'Alabasta dans la saga One Piece, pour ceux qui connaissent, qui quelque part, sont des dirigeants, bienveillants, mais qui sont un peu bébêtes et qu'auraient peut-être dû mieux fait de lire, Machiavel. Parce qu'en fait, ils ont des bonnes intentions, mais ils ont pas du tout les bons moyens pour se maintenir au pouvoir. Ils ont vraiment pas les bonnes idées. Et Leto s'en rend compte, mais trop tard, je pense. Et c'est une des raisons en fait qu'il essaye enfin c'est une des choses qu'il essaie de faire en arrivant sur Arrakis, c'est-à-dire d'utiliser les Fremen comme force, puisqu'il sait que de toute façon, l'empereur l'a envoyé là pour le tuer en fait, et pour tuer son influence positive. Je sais pas si Guillaume, vas-y, si Guillaume a envie de Je suis répondre là-dessus? je suis pas tout à fait d'accord. Le côté manque de machiavélisme Alors sur le fait que, non, je suis pas d'accord avec ton jugement
de naïveté concernant le duc Leto. Il est effectivement parfaitement au courant que l'empereur l'a envoyé là pour se débarrasser de lui. Effectivement, Leto est, l'un des nobles les plus populaires de l'empire et peut constituer derrière lui, si ce n'est une majorité, beaucoup de maisons peuvent se reconnaître en lui et constituer un contrepoids contre l'empereur. Donc ça, effectivement, il en est parfaitement conscient. Dans le roman et dans le film, la trahison vient, du docteur Yue, qui est son médecin personnel et on va y revenir si on aborde la question des grandes écoles dans l'univers de Dune, parce que chaque maison noble a, à son service un certain nombre de personnalités ayant subi des entraînements particuliers qui leur donnent littéralement des super pouvoirs. Les Mentats sont des ordinateurs humains capables de faire des calculs extrêmement poussés pour les conséquences politiques d'une décision ou économique ou militaire. Ce sont des conseillers de choix des nobles. Les femmes Bene Gesserit sont en général des concubines, mais elles ont également des pouvoirs de persuasion psychologique extraordinaires. Les maîtres d'armes sont des grands guerriers, etc. L'une de ces classes de personnages, qui sont quasiment des classes de jeux de rôle, ce sont les docteurs Suc, qui sont censés avoir un conditionnement les rendant impossibles à corrompre et ils ne peuvent pas trahir. Le problème, c'est que les Harkonnen tiennent prisonnière la femme du docteur Yue et de cette manière-là, ont un levier sur lui. C'est ça qui n'était pas prévu. Au fond, le duc s'est fait trahir parce qu'il n'a pas envisagé toutes les possibilités de trahison dans son entourage. Mais au fond, s'il avait bénéficié de 6 mois de plus et d'une alliance véritablement solide avec les Fremen, il aurait eu les moyens de repousser une invasion de Harkonnen, même appuyée par les Sardaukar, les légions d'élite de l'empereur. Donc je ne suis pas sûr. Je pense que Leto est un prince machiavélien. Il n'y a aucun problème. Simplement, il n'a pas eu le temps. Laurent, sur ce sujet? OK. D'accord. Il y avait un point, Laurent, tu avais dit en introduction, que tu avais apprécié particulièrement les films des années 80. Pour quelle raison? Le film des années 80, qui était celui de Ridley Scott, si je ne m'abuse, hein, Oui, Guillaume. c'est Ouais. moi. Le film de Ridley Scott, je l'avais apprécié. De David Lynch, pardon. Euh, David Lynch. De David Lynch. Oui, oui, mais j'ai entendu, merci. Comment dire, je l'avais apprécié parce que il y avait une vraie nouveauté esthétique à l'époque qui tranchait radicalement avec tout ce dont on avait l'habitude en termes de représentation esthétique, visuelle des univers de science-fiction. Parce que c'était des décors, des univers et une esthétique assez baroque. Et c'était, que ce soit la forme des vaisseaux spatiaux, la forme des tenues, des vêtements, des maquillages des personnages, tout était complètement tranchant avec des univers de science-fiction qui étaient en fait, dans tous les objets, dans tout l'univers, étaient le prolongement de l'esthétique commune, de la technologie et des vêtements de la fin du XXe siècle. Bon, là, c'était vraiment autre chose et c'était beau. Et comme l'univers de Dune est de toute façon en lui-même déjà magnifique, déjà riche et déjà, comment dire, déjà onirique, hein, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup disent que, en fait, Dune, c'est pas de la science-fiction, c'est plutôt de la fantasy et tout ça. Bon, ça, c'est un débat en soi, mais bon, je l'avais apprécié. Alors c'est vrai qu'il avait des défauts, surtout quand on le regarde, avec tout ce temps d'écart, il y a 30 ans maintenant quand même, hein. Ça a des défauts, il y a plein de choses qui ont vieilli, il y a tout ça, certes,
mais malgré tout, c'était pas mal. Et ce qui était d'ailleurs le plus extraordinaire et fascinant d'un point de vue visuel dans ce film, c'était la représentation des membres de la guilde, enfin des membres de la couche supérieure de la guilde des navigateurs, qui sont des espèces, qui sont des gens qui ont pris de l'épice pendant un très grand nombre d'années, et au bout d'un moment, l'épice les transforme peu à peu, et au stade final, eh bien, on a cette espèce de monstre, cette espèce d'énorme foetus répugnant qui baigne dans un liquide, je sais pas moi, amniotique, et le tout à l'intérieur d'un sorte d'immense bocal qui ressemble à une locomotive de bande dessinée steampunk. Et on voit cette espèce de truc indéfinissable, et c'est une vision à la fois de cauchemar et en même temps fascinante. Et j'avais trouvé ça intéressant. Bon, à titre d'exemple, hein, et c'était sans doute le truc le plus spectaculaire de tout le film. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on peut réfléchir à ce que pourrait donner une humanité ayant grandi directement dans l'espace sans gravitation. Oui, oui. Parce que c'est pas simplement l'épice. Les navigateurs sont des êtres qui passent leur vie, en dehors d'une atmosphère et en dehors du champ gravitationnel d'une planète. Mmh. C'est vrai, mais d'ailleurs, Et on a bah, c'est très intéressant d'ailleurs. Vas-y Laurent, il y a un décalage, oui, pardon. c'est à cause de ça. Je disais, mais ça d'ailleurs, on l'a, alors, dans des mesures moindres, mais on l'a en fait avec les représentants d'autres castes, d'autres sociétés de ce type dans l'univers de Dune, où on a effectivement des espèces humaines qui, bon, parce que tout le monde provient de la Terre à l'origine, hein, mais au fur et à mesure des ans, des millénaires et tout ça, et des manipulations diverses et variées, ces gens évoluent différemment. Donc au final, on a plusieurs humanités, en fait, hein, des gens qui ont évolué par, comment dire, les mantas qui, je crois, ont en permanence une sorte de bave aux lèvres ou des trucs de genre, des crânes hypertrophiés, d'autres, alors je sais pas à quoi ils ressemblent, mais je crois savoir que, par exemple, la société plus ou moins secrète et qui possède sa planète à elle, des Bene Tleilax, sont en fait des spécialistes des manipulations génétiques, et cetera, et cetera. Il y a les Bene Gesserit qui ont leur forme à elles, et bon, c'est effectivement intéressant de voir qu'au fur et à mesure, eh ben, du temps, l'humanité continue à évoluer, même si c'est partiellement de façon artificielle, mais ben, de même que, bon, alors cela dit, c'est une évolution accélérée par rapport à l'évolution qu'on a connue sur Terre, qui elle, s'est faite de façon naturelle et a abouti en plusieurs millions d'années à produire une humanité, mais qui, elle, là, continue, recommence à se diversifier, y compris dans ses aspects et dans sa morphologie. Ça, c'était un des aspects fascinants aussi du monde de Dune, et que je crois on rencontre d'ailleurs dans d'autres sagas de science-fiction par d'autres auteurs, il me semble. Au au passage, tu as mentionné les Tleilaxous qui font des manipulations génétiques. L'un des produits des Tleilaxous, sont ce qu'on appelle les danseurs de visage, qui sont des métamorphes, qui sont des humanoïdes capables de prendre n'importe quelle apparence Oui. et qui ont d'ailleurs directement influencé Game of Thrones récemment, par exemple. Oui, alors au niveau des influences, je voulais ajouter une chose, c'est que, cette question des influences, il faut pas en faire quelque chose de dépréciatif. Heu,
je veux dire, tous les artistes à toutes les époques s'influencent les uns les autres, se piquent mutuellement des idées, hein. Il y a tout un tas de gens qui ont piqué des idées à Bach pour produire tel ou tel morceau de mélodie, à Mozart, à Beethoven. Beethoven lui-même en avait piqué à Mozart. Enfin bon, en littérature c'est pareil, en sculpture c'est pareil, dans tous les arts ça se pratique, c'est normal. Et la saga de Dune, donc écrite et publiée à partir des années 60, a elle-même piqué un certain nombre d'idées à une autre grande saga galactique, qui est la saga d'Isaac Asimov, qui s'appelle Fondation. Et Herbert a piqué à Fondation, mais quand je dis a piqué, c'est pas, encore une fois, c'est pas dépréciatif, hein, c'est pas pour dire que c'est un voleur. Il a emprunté l'idée, puisque les idées n'appartiennent à personne, il a emprunté l'idée de grand empire galactique qui a été lancée dans Fondation dans les années 40. On retrouve également l'équivalent, même si c'est beaucoup moins développé chez Asimov, d'une sorte de guilde de navigateurs qui a une morphologie légèrement différente des humains, parce que ce sont des gens qui vivent en permanence en apesanteur, donc ils ont des corps différents. Alors il n'y a pas l'épice, ils se transforment pas en ces espèces de fœtus monstrueux, mais bon, il y a tout un tas d'idées comme ça. L'idée d'un empire qui se délite, qui a des problèmes de politique interne, parce qu'au bout d'un moment, l'empire est tellement étendu que ça pose des problèmes et que le centre de l'empire n'arrive pas à tout gérer, ni à tout contrôler. Il y a tout un tas de choses de genre, hein, mais il faut lire Fondation ou regarder l'excellente, parce que moi je persiste à la trouver excellente, série télé Fondation, dont on a déjà eu 3 saisons. On attend avec impatience la 4e. Ça sera pour l'année prochaine, vraisemblablement, pas avant, et encore, qui est sortie sur Apple TV, je crois. Et qui est, moi, que je trouve extraordinaire, tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue narratif et aventure. Et c'est intéressant de comparer et de regarder ces 2 séries, hein. Parce que et pour en revenir à Dune, il y a les 2 films de Denis Villeneuve et on attend le 3e, comme ça a été rappelé, mais il y a également une première série télé qui est sortie également, hein, qui se déroule longtemps avant le récit des films, hein, et Je crois que c'est 10 000 ans, hein, c'est juste après le jet nucléaire. et qui est pas mal du tout, effectivement. On voit déjà les grandes maisons nobiliaires Atréides et tout ça, et Harkonnen commencer à s'affronter, à se détester. L'empereur avoir un rôle à la fois central, et puis en plus, là, à ce moment précis, l'empereur qui règne dans la série télé, hein, est un personnage extrêmement faible psychologiquement, bon, et avec toutes les conséquences que ça a. On voit apparaître les danseurs visages, c'est tout à fait intéressant aussi. Moi, je trouve qu'en science-fiction et en fantasy aussi d'ailleurs, j'adore ce qu'on appelle les effets mondes, c'est-à-dire les créations de mondes, les créations complètes par un auteur d'un univers complet. Avec ses planètes, ses civilisations, sa technologie, sa propre histoire, etc. Avoir un monde complet. C'est-à-dire là, c'est au niveau de l'imaginaire du lecteur ou du visionneur ou du spectateur, pour moi, c'est vraiment la chose la plus fascinante. Alors, est-ce que c'est parce que je suis historien, que j'aime bien travailler sur les grands empires et des choses de genre ou les grandes nations, que ça me produit cet effet-là? C'est possible. Je pense que c'est un peu plus compliqué quand même. Mais comment dire? C'est intéressant de les comparer entre elles, entre eux, tous ces mondes imaginaires, en tant qu'univers complet à chaque fois. Et c'est pour ça que j'invite aussi bien à regarder les différents films de Dune, y compris celui de David Lynch, même s'il vous semble kitsch à certains d'entre
jeune spectateur, c'est possible, mais également de comparer les univers, alors tant dans les livres que dans les productions audiovisuelles, de Dune et de Fondation. C'est extrêmement intéressant. Et de comparer comment les Guillaume, auteurs ont Guillaume, évolué leur monde. ouais, merci, merci Laurent, c'était particulièrement pertinent. D'ailleurs, ça me fait rebondir une question pour Guillaume. Guillaume, qu'est-ce que toi, alors, il y a 2 sujets. Premièrement, qu'est-ce que toi tu as pensé des mises, en images, donc au cinéma, c'est-à-dire avec le film de 84 et les 2 films de Denis Villeneuve, donc la mise, en images de Dune, l'avis que tu as là-dessus et sur l'influence, alors notamment les influences qu'on retrouve dans Dune et aussi surtout sur les influences qu'a eu Dune sur le reste de la science-fiction, notamment, des œuvres de science-fiction, notamment celles des années, 70, 80, 90 et cetera, c'est-à-dire, Star Wars et cetera et cetera. Ça fait déjà beaucoup de questions. Donc, je vais me concentrer sur la première. Ce que je pense, Excuse-moi. Heu, bon, moi j'ai vu Dune, j'ai vu le Dune de David Lynch quand j'étais adolescent. Pour te dire, je n'ai pas été convaincu. Après, je ne goûte pas l'esthétique de David Lynch, à peu près quels que soient ses films, donc je me prononcerai pas. Simplement, je n'ai pas trouvé que c'était une représentation crédible d'un univers que je connaissais déjà par les livres. En fait, j'ai découvert le cycle de Dune dans la bibliothèque familiale et donc je m'étais déjà fait ma représentation mentale de cet univers bien avant de le voir en film. Au contraire, la série, en téléfilm des années 2000 m'a semblé, même si elle était un peu cheap, fidèle. Et les films de Villeneuve, je les trouve très bien et esthétiquement extrêmement réussis à tout point de vue et je pense que même quand on n'a pas lu les livres, on ne peut qu'être soufflé par, la puissance esthétique qu'il, qu'il donne à cet univers. D'ailleurs, en rognant peut-être un peu sur l'esprit des livres, c'est-à-dire par exemple, on dans le 2e film de Villeneuve, la façon dont les Harkonnen sont représentés est absolument caricaturale et je pense qu'il faut vraiment le voir d'une manière pratiquement onirique. Sans quoi, c'est une société qui n'aurait même pas de sens. Mais le fait d'avoir une esthétique pratiquement intégralement en noir et blanc, leur donne une identité, absolument caractérisée. Ce sont des scènes absolument magnifiques. Mais, le les Ouais, et c'est, surtout que c'est pas vraiment du noir et blanc. Pardon, juste un tout petit point technique, c'est pas vraiment du noir et blanc, c'est filmé en infrarouge, en fait. Donc c'est pas tout à fait, et en fait ça donne de fait, ça donne une coloration parce qu'eux, en fait, oui. ils sont blancs, ils sont vraiment froids. Oui, Tu littéralement mais, par exemple, on passe à côté de l'un des thèmes, pardon. de l'un des sujets du roman Dune, qui est le plan du baron Harkonnen visant à faire de son 2e neveu Feyd-Rautha, le futur sauveur de la planète Arrakis, qui va libérer la population du joug de son 1er neveu, Rabban, qui est une brute sanguinaire et évidemment, ce plan-là, quand on s'est contenté de voir le film, n'a aucun sens parce que le personnage de Feyd-Rautha dans le film est un espèce de démon complètement pervers dont on peine à imaginer qu'on puisse, monter une opération de communication politique autour de lui. Parce qu'il est manifestement du même genre que les autres. Alors que, visiblement, le baron Harkonnen dans le livre, voulait en faire en fait un 2e duc Leto, Heu, simplement pour des effets de communication. Donc, le Villeneuve a choisi de faire dévier un petit peu l'histoire pour, pour garder sa cohérence esthétique. Il y a plusieurs personnages comme ça qui ont été complètement tronqués, justement pour que le réalisateur ait un film esthétiquement cohérent. Par exemple, il y a un personnage qui, je pense, a été absolument sous-exploité, c'est, la figure de Liet. Dans le livre, Liet Kynes est un personnage double. C'est le planétologue de l'empereur
C'est-à-dire, c'est le représentant de l'empereur sur Arrakis qui est là pour veiller à ce que les données écologiques sur la planète Dune parviennent à l'empereur. Et d'autre part, c'est un Fremen. C'est-à-dire, en fait, Liet Kynes est le fils de Pardot Kynes, qui était le planétologue de l'empereur, et d'une mère Fremen. C'est-à-dire que, comme tout bon naturaliste, Pardot Kynes s'est intégré à la société Fremen, il y a eu des enfants, et son fils a hérité de cette charge impériale, mais est en même temps un Fremen. C'est un personnage double qui est connu sous le nom de Kynes par les impériaux et sous le nom de Liet par les Fremen. Et les impériaux, et les Harkonnen en particulier, ne savent pas qu'il est littéralement le chef des Fremen, puisqu'il est le chef du projet visant à terraformer Dune. Les Fremen sont porteurs d'un projet secret consistant à faire de Dune, cette planète terrible, un véritable paradis avec de l'eau, de l'arbre, des plantes, par un processus écologique, scientifique de terraformation. Alors, ils ont des pièges, des pièges à eau qui permettent de récupérer la rosée pour faire des serres et ce genre de choses. Ce personnage-là, dans le roman, est absolument central, et en particulier, c'est le premier à reconnaître chez Paul Atreides, le héros du roman, le messie qu'attendent les Fremen, qu'attendent ces Bédouins, et qui doit non seulement réaliser leur libération, mais accomplir cette transformation de la planète. Dans le roman, c'est ce qu'il est. Dans le film, premièrement, ils en ont fait un personnage beaucoup plus... qui apparaît beaucoup moins. Ils en ont fait un personnage féminin, ce qui a priori ne pose pas de problème, sauf que Liet est dans le roman le père de Shani, qui va devenir la femme de Paul Atreides. Et cette filiation-là, évidemment, dans le film, on passe complètement à côté. Le personnage de Shani, on ne sait pas d'où elle vient. On imagine, le spectateur qui n'a pas lu le roman, peut imaginer qu'elle est la fille de Stilgar, qui est le chef de la tribu qui recueille Paul Atreides, alors qu'en fait, le fait que Paul se mette en couple avec Shani est véritablement un moyen de récupérer une filiation de prestige chez les Fremen. Donc ça, par exemple, ça a été complètement évacué du film. Il y a d'autres personnages comme ça d'ailleurs qui ont été sous-exploités dans le film. Il y a Asimir Fenring, qui est l'assassin au service de l'empereur, qui est également quasiment ou totalement absent du deuxième film, par exemple. Donc moi, le jugement que j'ai sur le film de Villeneuve, sur les films de Villeneuve, c'est que le réalisateur ne s'est pas privé d'éliminer quelques aspects du livre pour en faire une œuvre intéressante, mais pas forcément qui colle pas tant au livre que ça. Oui, alors ça, deux choses. C'est-à-dire que globalement... Vas-y. Termine, Guillaume. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que il rend une image globalement fidèle de l'univers de Dune. On y croit, mais point par point, si on regarde dans les détails, on se rend compte qu'on est passé autour d'éléments majeurs du livre. Oui, mais alors ça... Mais on se rend compte qu'après tout... Oui, mais ça, j'ai deux choses à dire là. D'une part, ce que tu dis là, c'est inévitable. Et ça se retrouve toujours à partir du moment où on transpose un roman en film. Un roman qui fait, je ne sais pas, 500 pages ou 200 pages, et a fortiori un roman en 5 volumes, le transposer en film, ça sera toujours avec des coupes, ça sera toujours avec des hyper simplifications, et donc les amateurs du livre se sentiront toujours trahis. Alors là, quand une saga en 8 volumes, et qui en plus, à l'intérieur de chaque volume, est d'une richesse folle, c'est impossible à traduire fidèlement en film. Ou alors c'est une série où chaque épisode fait 2 heures et il y a 300 épisodes. Mais ça, c'est pas possible économiquement. Deux réponses. Ça, c'est la première chose. Alors, je ne suis pas d'accord. Bon, tu vas me dire pourquoi après. Deuxièmement, là, je te pose une question.
faussement naïve d'ailleurs, mais je suppose que ce projet des Fremen de transformer cette planète désertique en un immense paradis verdoyant et tout ça, représente un danger pour l'Empire, pour tout le monde, parce que si la planète est verdoyante et tout ça, il n'y aura plus le désert et les vers des sables et compagnie, et la planète ne produira plus d'épices, et ça sera la fin des haricots, si j'ose dire. Donc, il y a un problème là, politique majeur qui se pose. Alors oui, oui, alors oui, absolument. Alors pour, répondre à ta première objection, d'abord, les films ne couvrent que les 2 pro que le roman Dune et sa suite immédiate. Évidemment, ils ne couvrent pas la totalité du cycle. Heu, Par ailleurs, je pense que, un fan du Seigneur des Anneaux aurait du mal à ne pas se retrouver pratiquement point par point dans l'adaptation par Samuel Jackson. Mais je passe. Concernant, le projet de terraformation de Dune, alors, en fait, le problème ne s'est jamais véritablement posé parce que le projet est resté secret et n'est arrivé véritablement à la connaissance de l'Empire qu'au moment où Paul Atreides, à la tête, de sa révolte de Fremen, est devenu l'empereur. Donc, mais effectivement, c'est l'un des points centraux du cycle de Dune, et on voit que Herbert a une profonde réflexion écologique, ce qui est intéressant pour l'époque. C'est que justement, effectivement, l'épice, qui est cette denrée si précieuse, est l'un des produits d'un cycle écologique faisant intervenir notamment les vers des sables, et que s'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de vers des sables, et s'il n'y a pas de vers des sables, il n'y a pas d'épices. Donc tu as absolument raison. C'est d'ailleurs le sujet des suites du roman. Lors des romans suivants, Les Enfants de Dune et L'Empereur Dieu de Dune, le projet a été réalisé et la planète Dune ne produit plus d'épices. Et en fait, l'univers de Dune a appris d'ailleurs à se passer d'épices. Ils ont développé des vaisseaux spatiaux qui n'avaient plus besoin de l'épice. Et on part sur un modèle de société galactique totalement différent. Mais en fait, le dilemme entre, terraformation d'une planète hostile et maintien de la production d'épices ne s'est finalement pas posé, dans l'intrigue. Alors moi, je vais juste rebondir un petit peu sur une question, sur une question de Nicolas qui a été, un petit peu, laissée. Mais sur les choses qui ont été inspirées par Dune, heu, bon, évidemment, je pense que je n'aurais même pas moi les connaissances, enfin sans vouloir me vanter, mais je pense que moi je n'ai pas du tout l'ensemble des connaissances pour vous lister tout ce qui aurait été inspiré par Dune. Par contre, sur les grosses inspirations, je pense que, évidemment, Star Wars. Au-delà de la question des, est-ce que les Fremen auraient inspiré les Hommes des Sables? Est-ce que, le Sarlacc est inspiré par les Vers des Sables? N'importe quoi. Les pierres Tusken inspirées par les Fremen, le Sarlacc inspiré par les Vers des Sables. Mais ça, je dirais, c'est même, Tatooine qui est, un peu, un genre de désert aussi. Heu Je pense par contre, il y a un point qui est, bon, c'est un des gros twists de Star Wars, donc je vais pas le de milieu de à la fin de l'épisode 5, donc je vais pas le dire parce que je pense que tout le monde le sait, mais ceux qui le sauraient pas, bah, autant qu'ils le sachent pas, avant de voir le film, qui est, le fait d'avoir mis une relation, familiale entre, les gentils et les méchants, qui est, centrale dans Star Wars et qui est relativement secondaire dans Dune, mais qui est quand même présente, heu et ça fait partie des, on va dire, des petits, accros du plan, du Bene Gesserit qui est contré notamment par dame Jessica. Heu, donc ça, c'est une autre des inspirations. Bon, après la voix des Bene Gesserit, qui ressemble un peu à la manipulation, mentale des Jedi, même les Jedi qui ressemblent un petit peu à un ordre, parce que les Bene Gesserit, c'est des moines, c'est quasiment des moines guerrières, les donc ont des armes, alors qu'ils peuvent se battre au couteau. Bon, dans Star Wars, ils ont des sabres laser, mais c'est parce que dans Dune, ils ont des boucliers. Sur pas mal d'autres aspects, pas forcément, parce qu'ils ont pas autant de technologie que dans Star Wars, dans Dune. Enfin, c'est pas les mêmes, surtout. Bon, un autre qui a aussi pompé allègrement dans Dune, c'est Warhammer 40 000, mais bon, ça, je pense que c'est
J'ai vu l'autre jour, quelqu'un qui qui disait: «Oui, il y a un des créateurs de Warhammer 40 qui a admis que c'était inspiré d'une». J'ai envie de dire: «Bah, que tu la mettes ou pas mec, j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'il suffit de lire, le truc pour comprendre le pompage vers les navigateurs, l'Empire, l'Empereur Dieu». Enfin, je pense que c'est facile de faire les parallèles tout seul, même les danseurs visages qui ont été repris pour faire les assassins, Khalidium. Donc voilà, pour les petits points sur l'inspiration que je Oui, non, non, merci, merci Simon. Oui, Laurent, oui. Oui, sur l'inspiration historique, de Dune et du problème que pose un empire absolument immense et surétendu, il y a une inspiration, historique, un exemple historique, auquel, quand on a fait de l'histoire, on pense, immédiatement. C'est le problème qu'a l'Empire romain, au IVe ou Ve siècle. Heu, il est beaucoup trop étendu et l'empereur à Rome n'arrive plus à tout contrôler, à tout gérer, son administration impériale centrale non plus, et cetera, et l'empire décide de lui-même de se scinder en 2. Un empire romain d'Occident et un empire romain d'Orient. L'empire romain d'Orient étant, celui qu'on appellera beaucoup plus tard, l'empire byzantin, alors Rome reste la capitale de l'empire, romain d'Occident, mais, c'est Byzance, Constantinople, qui devient la capitale de l'empire romain d'Orient. Il y a 2 empires romains qui évoluent, côte à côte. Pas très longtemps d'ailleurs, parce que l'empire, d'Occident va s'effondrer très vite, face aux invasions barbares, alors que l'empire, romain d'Orient va continuer, pendant encore 1000 ans. Et ça, cette idée de décision politique de se scinder en 2, est un exemple historique tout à fait intéressant, et que moi, en l'occurrence, j'ai, en permanence à l'esprit, quand je regarde, Dune, mais, également la série Fondation. Où, alors je dis pas qu'ils apportent, ces 2 romans apportent des solutions, identiques à la solution romaine, c'est pas ça, bien sûr, mais, la problématique qui se pose à eux est la même que celle qu'ont rencontrée les Romains, dans l'histoire. Ou alors on pourrait, mais Alors c'est curieux, je le vois pas comme ça. ah ben, moi, en tout cas, dans Fondation, par exemple, Pour Fondation, oui, mais pour Dune la question de la Fondation, je suis tout à fait d'accord. ouais. Pour Dune, on n'a pas vraiment ça. Pour Dune, on a quasiment aucune mention des marges de l'Empire. Alors, il y a plusieurs choses qui me laissent penser que ce n'est pas le problème pour Dune. Le premier, c'est que, contrairement à l'Empire romain, contrairement à tout un tas d'empires, l'Empire galactique Excuse-moi, je de t'interromps une l'univers de seconde. Dune n'a pas de vis-à-vis. Oui, c'est vrai. Ben, l'Empire de Fondation n'a pas de vis-à-vis non plus. Il n'a pas de marge, en fait. Ah oui, alors que l'Empire de Fondation a des marges, ça c'est vrai. Oui, Mais mais il a une géographie. Mais il a une géographie. C'est-à-dire que dans Dune, on n'a aucune l'auteur ne nous donne jamais aucune indication géographique nous disant quelles sont les planètes centrales, quelles sont les planètes périphériques, est-ce qu'il y a des secteurs galactiques caractérisés par telle ou telle tendance? On n'a jamais rien de ça. Dans Fondation, on sait par exemple que la planète sur laquelle est fondée la Fondation est une planète extrêmement lointaine, c'est admis. Il n'y a pas de géographie chez Dune et la question des marges de l'impérium n'apparaît que très très tard dans les suites tardives qui sont assez loin du cœur de l'histoire. Et la faillite littéralement de l'Empire, lorsque dans le roman Dune, Paul Atreides et les Fremen arrivent à en prendre le contrôle, et plus le fait d'un épuisement politique interne et de tensions entre les différentes factions de l'Empire, et d'erreurs stratégiques de l'empereur que véritablement un problème structurel lié à une surextension. Ça on le voit pas du tout. C'est une, le la ce qui sous-tend la crise du roman Dune est véritablement un conflit de famille
et l'épuisement de la dynastie impériale, parce que comme tous les nobles prennent des femmes chez les Bene Gesserit, si les Bene Gesserit décident que l'empereur n'a pas de fils, il n'a pas de fils. Et donc, en fait, si on regarde les règles de succession, ce sont littéralement les Bene Gesserit qui ont forcé l'empereur dans cette situation. S'il est marié avec une Bene Gesserit, il a 5 filles. Donc, de toute façon, pour lui, ça va mal finir. Justement, le plan des Bene Gesserit était vraisemblablement de procéder à leur sélection génétique avec le duc Atréide devait avoir une fille, cette fille aurait dû épouser l'héritier des Harkonnen, et vraisemblablement à ce moment-là, cet héritier-là, il l'aurait mis avec l'une des filles de l'empereur pour avoir simultanément le Kfissat Aderer, c'est-à-dire le messie des Bene Gesserit, qui hériterait du trône impérial. Vraisemblablement, elles devaient avoir combiné le plan de cette manière-là. Et effectivement, il n'était pas prévu que Dame Jessica donne un fils au lieu d'une fille au duc Atréide, et il n'était pas prévu que l'empereur perde la guerre contre les Fremen. Et donc les Bene Gesserit ont totalement perdu le contrôle. Mais au fond, si on regarde l'enchaînement logique dans la narration, les causes sont pas structurelles. On n'a pas de. Les causes sont purement politiques. Parce que, en fait, ce qui arrive après, dans un deuxième temps, dans les romans, à partir notamment surtout de l'Empereur Dieu, enfin, même un peu avant, mais ce qui amène à l'Empereur Dieu, en fait, à partir du troisième tome, en gros, c'est plus que la fondation de l'univers de Dune, c'est sur donc le djihad butlérien, l'interdiction des machines. Et moi, quand je lis Dune, ce que je comprends, c'est que ça amène un blocage de l'évolution humaine qui est en partie contrebalancé par l'utilisation de l'épice pour faire donc des mantas, etc. Mais que malgré tout, ça bloque quand même trop l'humanité et que ça l'amènerait à son autodestruction. C'est pour ça qu'après, il y a les histoires de The Golden Path, donc le sentier doré, que refuse Paul et qui ensuite est repris par Leto II, donc l'empereur Dieu. Donc c'est plus ça les problèmes structurels, je pense, que Herbert veut. Enfin, que je pense. C'est assez explicite quand même, hein, parce que l'Empereur Dieu de Dune, le roman, c'est quand même beaucoup l'Empereur Dieu qui vous raconte à quel point les humains font n'importe quoi, et à quel point lui, il va leur expliquer pourquoi ils font n'importe quoi. Ce qui est une façon un peu brutale de le faire, puisqu'il fait quand même une tyrannie qui dure 1500 ans, pour être sûr que les humains comprennent qu'il faut arrêter avec la tyrannie. Qu'en fait, bon là, je dis ça pour ceux qui, si vous l'avez lu, vous le savez, donc je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui dit en fait, si vous voulez la paix à tout prix, ok. N'importe quel prix, ok. Donc le prix, ça va être interdiction des voyages, interdiction de tout, ça va être la tyrannie la plus absolue. Pour être bien sûr, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment sûr que si. Parce que là, vous aurez la paix, là, il n'y a pas de problème, la paix, vous l'avez. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce prix-là mérite d'être payé? Mais ça, c'est pour rebondir sur la question de qu'est-ce qui fait que l'Empire s'effondre? C'est pas tellement une surextension, c'est plus, oui, la Alors, stagnation, en fait, une que veut question montrer. intéressante serait de savoir si Frank Herbert a lu Ibn Dune. Je pense que c'est une question intéressante parce qu'on trouve chez Ibn Dune une théorie de l'épuisement des empires par les générations successives. C'est l'idée que l'empire est conquis par une première génération de Bédouins. Évidemment, Ibn Khaldun connaissait l'histoire de la fondation des grands empires musulmans. Et à mesure que ces Bédouins s'installent dans leur conquête, ils se ramollissent, on est obligé d'aller chercher des guerriers ailleurs qui finissent par installer de nouvelles dynasties, et ce qui explique pourquoi, progressivement, des empires musulmans initialement arabes deviennent progressivement des empires turcs, parce que justement, les populations arabes ne fournissent plus de guerriers frais capables de maintenir l'empire. Et ça, je pense que c'est une idée assez proche de celle que conçoit Herbert dans le développement de son empire. Il raconte bien comment les Fremen, qui sont un peuple guerrier absolument redoutable parce que ayant grandi dans un environnement hostile,
au cours d'un djihad, arrive à reconquérir la totalité de l'univers sous la bannière des Atréides, mais ça aurait pu être une autre, et forçant, et alors Herbert le dit explicitement, un mélange génétique inédit. C'est-à-dire que ce transfert forcé de population de planète en planète revivifie génétiquement l'Empire. Donc ça, il le dit. Oui. Et là encore, pour des romans écrits dans les années 60-70, c'est assez original. Oui, Donc, à mon avis, il avait des lectures historiques. oui, Il devait être passionné, quand même être passionné de culture arabe. oui, tout à fait. Oui, il a vraisemblablement lu Khaldoun, tu as tout à fait raison de le dire. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'intéresser aux théories d'Ibn Khaldoun, cet historien arabe du Moyen Âge, hein, je le rappelle, l'un des plus grands, il y a tout un tas d'ouvrages en français qui les expliquent très bien. Il y a eu j'ai oublié l'auteur, mais si ça me revient, je le dirai tout à l'heure pour les références, pour les auditeurs que ça intéresse. Mais effectivement, ça serait intéressant, puisque on faisait tout à l'heure le parallèle évident entre l'épice et le pétrole, et l'importance du pétrole au XXe siècle. Il y a quand même un autre parallèle. Est-ce que c'est un hasard ou pas? C'est justement, ce que tu évoques à l'instant, Guillaume, c'est cette importance des références de Frank Herbert dans cet univers qu'il crée à la culture arabe. Il parle de djihad, il parle de choses de genre. Est-ce qu'il y aurait des choses à dire? Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette influence-là? Est-ce que c'est pas parce que c'était une civilisation qui le fascinait personnellement? Est-ce que c'est une transposition, une prolongation un petit peu facile du parallèle épice-pétrole? C'est assez curieux et c'est totalement novateur, surtout à l'époque, dans la science-fiction. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? A alors, oui, mais d'une manière générale, Herbert a une grande culture, des religions orientales. C'est-à-dire que, on trouve dans le vocabulaire de Dune énormément de mots empruntés, à la culture arabe, bien sûr, mais pas que. On a des mots hindous, par exemple, les techniques de contrôle de soi des Bene Gesserit, on appelle ça le prana bindu. C'est un genre de yoga qui permet à celui qui le pratique de contrôler son souffle et de contrôler indépendamment chacun des muscles de son corps. Donc on sait que, il y a des yogis qui sont capables d'arrêter leur cœur. Enfin, on le dit en tout cas. De la même manière, le messie des Bene Gesserit, le Bene Gesserit est un ordre de femmes, mais qui, cherche à aboutir par sélection génétique à un être suprême qui évidemment sera un homme et qu'ils appellent le Kfisat Aderer, qui est, pour le coup littéralement un mot hébreu qui veut dire le raccourci. C'est un mot issu de la Kabbale. Donc, Herbert connaît beaucoup de choses et bien sûr, si beaucoup du vocabulaire est du vocabulaire arabe ou islamique, les soldats de choc des Fremen sont des fédayines. Heu, ce n'est pas exclusif. En fait, moi, je pense que Ils pratiquent le zensunisme, oui? non, je dis ils pratiquent leur religion, mais qui est une des grosses religions, de l'époque, enfin de l'époque, dans l'univers de Dune, c'est le zensunisme qui est donc un peu un mélange, Exactement, qui est un exactement. zen et islamique forcément, Oui, 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 oui. sinon ça s'appellerait pas. Alors effectivement, Herbert, considère que le futur sera syncrétique. C'est-à-dire, effectivement, la mystique, c'est le zen sunnisme, donc un mélange de bouddhisme zen et de sunnisme musulman. Le livre sacré par excellence de l'Empire, c'est la Bible catholique orange. Alors évidemment, elle est catholique et orange au sens de l'orangisme, donc c'est un mixte catholique-protestant. Le valak, qui est la langue commune de l'Empire, il l'imagine comme un hybride d'anglais et de russe. Alors dans les années 60, on imagine qu'il n'a pas tranché encore qui allait gagner la guerre froide, et ainsi de suite. Donc,
On trouve beaucoup en fait, plutôt que de faire comme Tolkien et d'inventer sa propre langue, il a préféré emprunter à des cultures, exotiques, du point de vue d'un Américain, pour que ça fasse vrai. J'ai vu une exception, c'est les villages Fremen qu'il appelle des sietch. C'est pas un mot arabe, c'est un mot, cosaque. Le sietch désigne le camp chez les Cosaques. On voit ça dans le Taras Bulba de Gogol, par exemple. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question? Et juste sur un tout petit détail, parce que je pense que peut-être que vous le savez, moi je ne le savais pas, donc je le dis, que, Bene Gesserit, c'est un terme juridique qui veut dire en essayant de faire le bien. Oui. C'est-à-dire avec une bonne volonté. Et Bene Tleilax, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je crois que ça veut pas vraiment dire grand-chose d'ailleurs. Heu, Non, ça veut non, j'avais ça veut entendu pas dire grand un truc comme ça. Mais pour le coup, Bene Gesserit, apparemment, c'est un terme qui apparaît dans alors des éditions si on cherche, que c'est dans des je suis écrits en latin, d'accord, en faisant dire je suis voilà, d'accord. Bene signifiant, enfin, dans le monde de Dune, ça voudrait Laurent plutôt dire Rosy. un ordo, c'est un ordre. Pour Bene Tleilax, heu, alors ça va pas dire grand ça à mon avis, la racine linguistique de tous les termes qui tournent autour des Tleilaxu, c'est, une racine, aztèque ou maya, centra-américaine. Le tle est caractéristique de ces langues et je pense que ça vient simplement du fait que Herbert avait connaissance de cet animal local, l'axolotl, terme qu'il utilise pour, inventer dans l'univers de Dune les cuves axolotl, qui sont l'équivalent en fait des cuves à Bacta, de Star Wars, qui sont des cuves dans lesquelles on peut faire, qui sont des espèces d'utérus artificiels qui permettent de produire des formes de vie artificielles ou de modifier des formes de vie existantes. À peu près tout ce qui tourne autour des Tleilaxu a un vocabulaire de ce type-là. Donc, d'ailleurs, dans la guerre des machines, le cycle, écrit par le fils, le, le prophète, le chef de file de la faction qu'on appelle les Titans, qui ont chacun pris qui sont 20 comploteurs qui ont régné sur la galaxie à une certaine époque. Leur chef de file venait de cette région-là, venait du système de Talim qui va donner plus tard avec les Laxus, et il avait choisi comme surnom Tlaloc, qui est le dieu de la pluie aztèque. Aztèque, je pense. Donc, Ouais, donc c'est encore une extension du côté exactement. exotisme de Frank Herbert. Exactement. Oui, ce qui est un bon moyen, de faire vrai, avis au maître de jeu, voilà. Oui, bah, après comment dire? Convoquer un univers symbolique en se rattachant à quelques termes, c'est assez enfin, c'est pas, forcément si original, mais quand c'est bien fait, ça ramène vraiment beaucoup, de symbolisme fort. Alors moi j'ai un exemple qui est complètement différent, quoique, c'est, par exemple bon, je veux pas trop, faire forcément 50 ans là-dessus, mais c'est le vocabulaire, religieux et clérical qui est ramené pour, la série Hellraiser, par exemple. Puisque ça permet en pas beaucoup de mots de ramener tout un univers symbolique et mental, avec peu finalement. D'un seul coup, on a des formes, des hiérarchies de clercs, une mystique, une orthodoxie, Mmh. du coup des hérétiques, enfin ça permet de ramener avec pas beaucoup de mots. Alors parce que dans par exemple le premier film Hellraiser, il en ramène vraiment très peu, mais pourtant on peut l'avoir assez facilement dans la tête. Quand l'autre, dit: «Moi je suis un prêtre de l'enfer», il a pas besoin de dire beaucoup plus, on a que ça nous met déjà pas mal d'images dans la tête. Mmh. Je suis assez d'accord. Heu, C'est Je pense qu'on va rendre la je Oui, parole oui, pas non, non, mais j'avais pas de raison de vous interrompre, quand vous étiez, lancé comme ça. C'est plus agréable aussi pour, l'écoute du public. D'ailleurs, cher public, chers spectateurs, si vous êtes ouais. encore là, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette, de ces thématiques, de cette série, et également de nous proposer des séries ou des invités, sur lesquels on pourrait faire des futurs épisodes de Geek et Politique. Simon, il y avait un petit point que tu voulais ajouter en attendant le retour de Laurent qui a été se faire un café.
Tu voulais parler, notamment aussi de l'influence qu'a eu l'univers de Dune de manière générale sur tout ce qui est, jeux de plateau et cetera et cetera. Ah oui, alors, c'est un point qui est intéressant d'un point de vue geek parce que, On est là pour ça. Dune a été adapté en jeu de stratégie en temps réel et de gestion, voilà. Et c'est un des plus vieux ancêtres des jeux de stratégie, que ça soit, même les civilisations, les Europa Universalis, même je saurais même pas, je crois même que le premier Age of Empires est postérieur au jeu Dune, parce qu'effectivement, c'est un des aspects qui est intéressant dans Dune. Alors on en a pas vous en avez pas parlé quand, et je vous ai pas interrompu. Quand vous parliez avec Laurent des problèmes potentiels avec l'adaptation, et c'est vrai que Dune, c'est très compliqué à adapter pour, plein de raisons. Déjà, on voit que le premier film de Denis Villeneuve, a été pas mal critiqué parce qu'il était trop lent, parce qu'il fait beaucoup d'expositions, et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'expositions, ça je peux pas le nier. Mais un des trucs à comprendre aussi, c'est que pour ceux qui n'ont pas lu le roman, qui auraient vu que le film, c'est que dans le roman, il y a pas mal d'appendices, pas mal d'annexes, pas mal des fois de citations en tête, enfin même toujours des citations en tête de chapitres, qui permettent de rajouter du contexte, et le côté documentaire à la fin, vous avez des notes je crois de Lee Atkins, qui explique, ses plans pour l'écologie de Dune, ses observations et ses plans pour l'avenir. Ça, c'est impossible à adapter au cinéma. Peu importe que l'univers soit compliqué à expliquer ou pas, si, déjà ça n'a pas été intégré dans le récit, dans un film, on ne va pas vous mettre un post-scriptum à la fin du film en scène post-générique qui vous explique: «Oui, alors les pièges à ronds, ça marche comme ça, les ornithoptères, ça marche comme ça». C'est pas possible. Mais quand on lit, ça nous permet à nous, quand on cherche des infos, de les avoir. Donc en fait, pour retomber après sur le sujet du jeu de gestion, cet aspect sérieux, prise en compte de l'écologie, de l'économie, et cetera, ça permet, ça donne une bonne base en fait pour faire un jeu de gestion, et je pense que, ça a beaucoup inspiré les créateurs. D'ailleurs, il a été réadapté il y a pas très longtemps en jeu de gestion, dans, Spice Wars, qui est je dirais pas un clone de Civilization parce que c'est beaucoup moins complexe, mais c'est un peu le même genre de Oui, oui, mécanisme c'est un 4X basé, sur l'univers de Dune, en c'est jeu et vidéo. cetera. Mais on l'a également en termes de jeux de rôle et cetera. Guillaume, sur ce point, Oui, rapidement? oui, exactement, oui, Dune a été adapté en jeu de rôle papier, ça s'appelle Imperium. Et d'ailleurs, c'est centré sur les intrigues politiques entre les grandes maisons nobiliaires de l'Empire. Donc on ne cherche pas ici à reproduire des affrontements avec les Fremen. Et l'idée est le groupe de personnages est censé être les proches conseillers d'un duc ou d'un baron d'une maison de l'Empire. Et d'ailleurs, les différentes grandes écoles, Bene Gesserit, Manta, Danseur Visage, etc., sont très adaptées au jeu de rôle parce que ce sont littéralement des classes de personnages. Les joueurs de Donjons et Dragons pourraient même se dire sont des classes de prestige. Alors, le problème, c'est que le jeu, si on ne lui donne pas un certain nombre de limitations, est pratiquement injouable parce que, vu que le but est de dénouer des intrigues politiques, dès qu'il y a un Manta dans l'équipe, ça n'a plus de sens parce qu'il peut littéralement casser le scénario sur un jet de compétences, résoudre le scénario. Donc, comme les capacités mentales d'un Manta, sont justement d'être celles-là, soit on lui donne des avantages par rapport aux autres joueurs, il joue tout seul, soit on lui en donne pas et on peut pas jouer un Manta et il y a des Mantas dans cet univers, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est un jeu de rôle qui est assez difficile à pratiquer en l'état. Juste une incise, l'un des Ouais, de la même façon, non, enfin, juste pour ouais. mentionner, pour les habitués, pour les joueurs de jeux de rôle, à l'époque où je fréquentais le forum du site de l'Elfe Noir, il y avait l'un des habitués qui s'était fait appeler Paul Medubide et je pense que c'est le moment de se souvenir de lui. Ouais, d'ailleurs, dans les noms, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, encore, auquel on ne pense pas forcément, mais parce que c'est un des noms de Paul Atreides, c'est, Muad'Dib, qui a été parodié dans une quête de World of Warcraft, mais peu importe. Mais son nom secret Fremen, c'est Usul. Voilà, pour ceux qui se demandent d'où venait ce nom, ben il vient de là.
et on est effectivement, ravis de Et ce que j'allais dire, oui, non, sur le bon, petite critique sur le jeu de rôle, j'imagine pareil, qui est ouais, non, vas-y. vas-y. Non, je disais bon sur le coup des persos qui rendent le scénario jouable, de la même façon, j'imagine s'il y a des diseuses de vérité dans l'équipe, quand tu es tentative de bluff ou de négociation, n'importe quoi, c'est impossible de mentir à une Bene Gesserit, expérimentée. D'ailleurs, bon, sur la question des non, mais sur la question des compétences, il y a un bon, c'est un sujet qui est un peu périphérique, mais qui est un petit peu choquant quand on lit quand même, dans certains tomes de Dune. Je sais pas si, je sais pas exactement ce que ça veut dire en termes artistique, l'insistance sur le sexe, à partir du tome 2, je dirais et surtout dans le tome 5 et 6. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Frank Herbert. Il pense que, c'est important de parler de sexualité parce que il veut parler d'humanité, c'est important de parler de sexualité quand on parle d'humanité, ou si, voilà, il avait envie, mais c'est assez perturbant quand, il y a des plans, d'attaque, de forteresses, galactiques et cetera, qui sont ellipsés entre 2 chapitres, quand sur le chapitre d'avant, il y a eu 5 pages sur des techniques de soumission sexuelle, en fait. C'est Je l'époque ne sais aussi, pas. hein. Je ne sais pas si Guillaume a Pas d'avis des très précisions. développé, mais c'est l'époque. C'est Frank Herbert, c'est un produit de son époque. Écologie, New Age et libération sexuelle. Je pense que je sais pas si on peut D'accord. en dire beaucoup plus, hein. Et D'ailleurs, pardon, dans le cas de cette mettant sur idée cette de base. libération sexuelle qui fait florès dans les années 60, comme on le sait, il y a aussi le fait que dans les 15, 20 années précédentes, l'Amérique avait massivement découvert tous les écrits de Sigmund Freud, et que c'était très à la mode dans les années 60, 50, dans les milieux soit intello, soit de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie qui voulait se cultiver, de s'intéresser énormément, non seulement à Freud, mais à tous les théoriciens ou théoriciennes de la sexualité, et cetera. Hein? Oui, aussi. Alors, il y a en plus Juste une remarque à ce sujet. oui, vas-y, Guillaume. C'est que autant les Fremen forment une société, calquée à bien des égards sur les Fremen, autant sur le plan sexuel, absolument pas. La société Fremen est censée être égalitaire sur le plan sexuel et pratiquer, à intervalles réguliers des orgies rituelles qu'on aurait du mal à imaginer, dans le Hedjaz. Oui, tu voulais dire chez les Bédouins, ta langue a fourché. Des Fremen calqués sur les Exactement. Fremen. Exactement, c'est-à-dire que sa fascination. Exactement, les Fremen, ne partagent pas, le puritanisme sexuel des tribus arabes. Ouais. Ça, certainement pas. Et Herbert n'a pas choisi de les décrire comme ça. D'accord. Même s'ils sont polygames dans le livre, mais pas dans le film, parce qu'ils ont Oui, dû dire que ça oui, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai que, Paul Atreides, quand il tue, Jamis, en duel, il récupère sa femme. En tout cas dans le livre. Autrement dit, la femme de son rival vaincu lui appartient. Alors il s'en fait une servante, parce qu'il est en couple avec Chani, mais non, effectivement, ça c'est dans le livre. Dans le film, ils sont pas jusque-là, je suis d'accord. Ça passerait pas trop, vu l'époque, de toute façon, Guillaume, dans les films de modernes. Hem, Laurent, puisqu'on a eu la pause café, avant qu'on termine l'émission, est-ce qu'il y a encore des points que tu voulais soulever, par rapport à cette saga Dune, ou des choses qui t'ont marqué ou que tu voudrais mettre, justement en parler dans cette émission? Puisqu'on a déjà évoqué pas mal de points, est-ce qu'il y a encore des choses qui paraissent pour toi importantes? Pardon. Oui, non, là, pour l'instant, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Il est vrai que je trouve, ici mes limites, c'est-à-dire que, n'ayant vu que les films, mon savoir sur le monde de Dune est limité, mais, je voulais dire, aussi que, malgré tout,
à avoir visionné plusieurs dizaines de vidéos sur YouTube comment dire, euh, du fandom, je sais pas comment on dit, enfin du monde des grands amateurs et des grands fanas de Dune, des vidéos souvent assez bien faites, assez intelligentes, avec des commentaires pertinents et tout ça, et des bonnes explications très claires. Moi, ce qui me fascine le plus comme ça, a priori dans Dune, c'est pas tant les maisons, nobiliaires que c'est des fameuses différentes classes de personnages, pour reprendre l'expression de Guillaume, qui me fascinent toutes. Alors on a évoqué les Bene Gesserit, on a évoqué, les Manta, on a évoqué, les Bene Tleilax, très rapidement, mais il y en a encore d'autres. Il y a les Ixiens qui sont une anomalie dans cet univers, puisque eux, sur leur planète, ont conservé la technologie et continuent et sont une sorte de civilisation industrielle hyper avancée et tout ça, et que l'empereur bizarrement tolère. Bon, euh, en même temps, sur cette question de la technologie, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie vraisemblablement, parce que au vu de ce qui est montré dans la série télé qui est sortie l'année dernière, il y a en fait des ordinateurs, mais très peu, mais il y en a quand même qui sont cachés, que des sociétés très puissantes possèdent. Par exemple, les Bene Gesserit, dans leur centre, ont un ordinateur qui est complètement secret, planqué. Voilà. Bon, euh, bon, mais je disais, les Ixiens, il y en a encore d'autres. Il va y avoir, je crois, plus tard dans la saga, une classe de guerrières féminines qui va apparaître. Et puis, il va y avoir aussi cette société qui est issue d'une scission des Bene Gesserit, que je trouve assez fascinante, c'est les honorés matriarches, qui va apparaître vers la fin, et dont Exact. l'histoire et la mentalité, la culture est à la fois terrifiante et fascinante. Et ça, moi, c'est ces espèces d'humanité divergente, là, me fascine. Ah, mais c'est personnel, hein, c'est un sentiment totalement subjectif. Ouais, cet Oui, aspect, oui, vas-y, cet aspect, création de classe D'ailleurs, qui est propre à beaucoup de jeux et surtout d'univers, comme tu l'avais dit, des univers, des mondes, qui, en plus de créer des planètes, ont créé des différentes classes d'espèces, de personnages et de choses comme ça, et ça, c'est une des parties, créatives les plus intéressantes. Oui, il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose, j'ai entendu? oui, mais toutes ne sont pas également développées. C'est-à-dire que dans les romans initiaux d'Herbert, les Ixiens ne sont quasiment jamais décrits directement, alors qu'effectivement, ils sont, un élément majeur d'évolution de l'histoire, parce que c'est grâce à eux que l'humanité va pouvoir se passer de l'épice, parce qu'ils sont à l'origine de la création de ce qu'on appelle les non-vaisseaux, qui sont des vaisseaux qui existent et n'existent pas en même temps, étant en fait hors de portée des pouvoirs de prescience. C'est, l'un des thèmes du roman L'Empereur Dieu de Dune, où, une femme dont les Ixiens vont se servir comme d'une arme secrète contre l'Empereur Dieu Leto II, a grandi intégralement, a passé l'essentiel de sa vie dans un non-vaisseau, justement pour que l'Empereur Dieu et ses pouvoirs de prophétie ne puissent pas en avoir conscience, créant une espèce de bulle de réalité différente. Et Mais on il y a n'a aucune idée de la société une ixienne, en citation fait. là-dessus que j'avais noté, j'en ai noté 3 ou 4, pardon, Mais ouais, non, je disais, on a aucune juste idée. je te coupe, Pardon. c'est une citation dans Dune, enfin parce que Dune note cette. Ouais. Ouais, Vas-y, Simon. allô? C'est juste une petite citation sur le côté, le non-vaisseau, et l'inconnu, c'était, l'empereur Dieu, qui disait: «L'ennui divin peut être une excuse suffisante à l'invention du libre arbitre», qui est une des citations que j'ai bien aimées.
Et juste, j'en donne une autre parce que, bon, ça n'a rien à voir avec une situation actuelle en France, personne, qui est un proverbe Sélexu qui dit, «Si j'ai un dieu renversé, sa chute fut fantastique. Tout ce que nous fûmes fut de lui construire un piédestal. Il était très haut et très étroit». Oui. Oui. Ben, effectivement, les Klaxous sont la cheville ouvrière des différents complots, d'abord contre Paul Atreides dans le Messie de Dune, puis contre Leto II dans l'Empereur Dieu. Ça, ça c'est sûr et vraisemblablement, quand Herbert les décrit, il a des références religieuses et une idée derrière la tête. Mais bon. Quelle idée derrière la tête a-t-il, d'après toi? Guillaume, est-ce qu'il y a encore un Oh bah, ça il faut regarder, il faut y regarder de plus près, mais je pense qu'il a une idée derrière la tête, j'en dirai pas plus. Bon. Mais en tout cas, non, il y a un point qui me semble intéressant, et qu'on n'a pas abordé, c'est la question des atomiques. C'est qu'on Oui, viens, allez, vas-y, ouais. teste et je pense que j'aimerais bien savoir ce que Laurent en pense. Parce que justement dans cet empire, dans l'impérium, chaque maison, nobiliaire dispose d'un stock d'armes nucléaires en dernier recours. Néanmoins, la Grande Convention, qui est l'espèce de constitution de l'empire, interdit leur usage à tel point qu'une maison qui en ferait usage la première devrait être éradiquée par les autres maisons réunies. La maison Atréide trahie et exterminée à l'exception de Paul Atréide et de sa mère, dispose encore de ces stocks d'armes nucléaires cachés quelque part sur Arrakis. Et au moment où Paul Atréide, après avoir pris la tête d'une révolte de Fremen, attaque la ville d'Arakin où a débarqué l'empereur, il justement, et c'est bien dit dans le film de Villeneuve, va récupérer ses armes nucléaires et s'en sert pour détruire une chaîne de montagnes et attaquer la ville par une direction, par un chemin que les impériaux ne peuvent pas voir venir. Arrivé dans la salle, arrivé dans la salle du trône, l'empereur, ça c'est raconté dans le livre, l'empereur lui dit que, ayant employé des armes atomiques, il s'est mis hors la loi et qu'il doit s'attendre à de terribles conséquences. La réponse de Paul Atreides est qu'il ne s'est pas servi d'armes nucléaires contre des cibles militaires ou contre des populations civiles, mais simplement contre une montagne, et que donc ça ne tombe pas sous le coup de l'interdiction écrite dans la Grande Convention. Autrement dit, il y a à l'intérieur du roman Dune, quasiment dans le tout dernier chapitre, un tout petit débat sur la question des conditions juridiques de l'emploi des armes nucléaires. Et c'est une question intéressante à notre époque, sur la distinction entre nucléaire stratégique et nucléaire tactique, par exemple. Une question intéressante dans les années 60 et c'est pour ça que sur ce point-là aussi, de même que pour la sexualité, de même que pour la question de l'énergie, du pétrole et tout ça, comment dire? Herbert réussit à placer dans son roman des débats théoriques, politiques, intellectuels, stratégiques qui commencent déjà à donner à plein dans les années 60 puisque c'est, commence à être, répandu de façon tout ce qu'il y a d'officiel et de public, les, débats sur la théorie de la dissuasion nucléaire, les écrits de théoriciens de la stratégie, très abstraits d'ailleurs, sur, comment employer la dissuasion nucléaire, comment la dissuasion nucléaire fonctionne, et cetera, avec toutes les questions du non-emploi, et puis de ce que signifie le mot même de dissuasion, c'est-à-dire d'empêcher au préalable à quelqu'un de lui montrer que s'il emploie cette arme, il s'expose à des représailles terribles et que donc c'est pas intéressant de l'employer d'un point de vue du gain stratégique. Et c'est des débats qui à l'époque font florès hein, dans le monde. Juste une remarque. Oui, vas-y. Alors juste 2 remarques. Effectivement, Dune sort en 63, donc après, la crise des missiles de Cuba.
à une époque où la doctrine de la dissuasion nucléaire est déjà assez bien installée. Ouais. Donc visiblement, quand Herbert fait référence à cette règle dans la Grande Convention qu'il pose pour son empire galactique, la dissuasion nucléaire est déjà quelque chose d'acquis pour lui. Voilà, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais je pensais à autre chose. Je pensais peut-être à une époque où, on imagine des usages, originaux de l'arme nucléaire. J'ai entendu parler, par exemple, de prospection minière, faisant intervenir des explosions nucléaires, Oui, alors par exemple. effectivement, tu as raison de le rappeler, c'était un débat. Est-ce que ça re C'était un débat qui a eu lieu à l'époque, hein, qui était un débat annexe, mais un débat tout de même, réel, qui a eu son importance. Il y a, pas mal de gens, dans les années 50, tant aux États-Unis qu'en URSS, qui réfléchissaient à l'emploi, comme il disait, hein, à l'époque, hein, j'emploie les termes, même si ces termes pourraient nous faire sourire, emploi pacifique de l'arme nucléaire. Pas simplement de l'énergie nucléaire, mais de l'arme nucléaire. Notamment, Oui. pour effectivement de la prospection minière, mais également, et notamment chez les soviétiques, pour creuser des canaux d'irrigation, des grands canaux à travers les étendues gigantesques de l'URSS, par exemple. Il y a eu, il y a eu des débats de ce genre. Et bon, finalement, ces projets ont été abandonnés, pas uniquement pour des raisons, je dirais, morales ou politiques, mais d'abord et avant tout parce on s'est aperçu que vraisemblablement, c'était pas tellement rentable et ça fonctionnait médiocrement. Mais en tout cas, on y a pensé, on a réfléchi, on est allé assez loin dans la réflexion, voilà. Il y a eu aussi à la même époque des traités sur l'interdiction de l'usage et même des essais nucléaires dans l'espace. Traité qui est un traité de 63 précisément et traité dont on commence tout doucement à reparler aujourd'hui, dans le cadre des réflexions sur ce que pourrait donner, heu un dérapage, catastrophique de la tension qui existe actuellement entre la Russie de Poutine et l'Europe et l'Amérique de l'autre. Où on pourrait imaginer l'utilisation d'armes nucléaires pour, dans l'espace extra-atmosphérique pour détruire des satellites, par exemple. Bon, effectivement, c'était, comme quoi Herbert était un homme qui non seulement lisait beaucoup de livres d'histoire, et de philosophie et de choses de genre et de sciences, mais il se tenait véritablement, informé des débats, enfin de la politique intérieure et la politique internationale de son époque. Et manifestement, c'était un homme, comme on aurait dit à la Renaissance, un honnête homme, quoi, qui lisait beaucoup, qui s'informait et qui était un homme au courant des questionnements et de la culture de son temps. Ça, c'est intéressant, je trouve. Oui. Non, Jean, je suis absolument d'accord. J'ai l'impression que ce qu'on a balayé au cours de cette émission montre, participe en fait d'une question qu'on appelle le rétrofuturisme. Oui, C'est-à-dire, heu, qu'est-ce que la façon dont une époque imagine le futur dit de cette époque? exactement. Exact. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on voit bien que, Herbert et Asimov ne voient pas le futur de la même manière. D'abord parce que les années 50 et 60 ne le voient pas de la même manière. Sûr. Bah, Asimov est beaucoup plus, je dirais moi, alors je vais peut-être, tu vas peut-être être en désaccord, hein, et tu auras peut-être raison d'ailleurs. J'ai l'impression qu'Asimov a quelque chose de plus optimiste, même s'il y a beaucoup de choses pessimistes dans la série Fondation. Oui, bien sûr. C'est encore une science-fiction qui conserve une sérieuse dose d'optimisme, quant au futur et Herbert, c'est déjà un peu plus sombre et ça aussi, le fait que ce soit un peu plus sombre, Mais je pense ça a sans doute joué dans le fait que certaines personnes considèrent que Dune est plus de la fantasy que de la science-fiction, peut-être. alors, j'appuierai ça, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut même aller plus loin. C'est pas Asimov qui est, un optimiste et Herbert qui est un pessimiste, je pense que ça va plus loin. C'est que
la vision du monde d'Asimov est encore une vision rationaliste. Oui, c'est vrai. Bien sûr, clairement. C'est-à-dire qu'il croit au pouvoir de la raison humaine il croit que la raison humaine réglera les problèmes de l'humanité. Herbert n'y croit pas une minute. Oui, d'accord. Oui, ça, effectivement, c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est la grande ligne de partage des eaux. Et effectivement, c'est en cela, moi, que je trouve que Herbert est à la limite, et n'est déjà plus un auteur de science-fiction classique, Oui, comme peut l'être Van Vogt, Robert Heinlein ou des gens comme ça. oui, absolument. Ou Clark, plus encore. Oui, absolument. Ce n'est pas la raison et ce n'est pas la science qui nous sauvera, pour lui. Mais peut-être parce qu'il n'est pas scientifique de formation. Donc, effectivement, le rapprochement avec la fantaisie vient peut-être de là. Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Complètement d'accord. Alors moi, j'aurais une dernière question, puisqu'on doit terminer l'émission, j'aurais une dernière question pour Guillaume. Une question pratique, hein, qui aidera, je pense, les spectateurs ou les auditeurs. Bon, toi, tu as parlé de la saga de Dune, du tome 1, Dune tout court, au tome 5 ou 6, je sais plus, qui est l'Empereur Dieu de Dune. OK. Quid, que penses-tu? Alors déjà, 1, as-tu lu? Et 2, que penses-tu de toutes les suites qui sont venues après? Qu'elles soient écrites par Brian Herbert, c'est-à-dire le fils de l'auteur majeur, originel, ou même par Herbert lui-même. Guide de lecture, en quelque sorte. C'est une question difficile. C'est une question difficile et je veux pas me faire d'ennemis. Bah, vas-y, non, on est Moi, j'ai tendance à penser que il est naturel de lire dans la foulée Dune, le Messie de Dune, c'est-à-dire le règne de Paul Atreides comme empereur, les enfants de Dune, qui est sa succession avec les jumeaux que lui ont donné Chani, puis l'empereur Dieu de Dune, tout simplement parce que la fin de l'empereur Dieu de Dune boucle un cycle, puisque avec la fin du règne de Leto, les truites des sables reviennent, les vers des sables reviennent, le désert revient, et Arrakis redevient cette planète désertique. Donc le cycle est bouclé. Donc je pense qu'une première expérience de lecture, c'est de lire ces 3 suites-là. D'accord. Les 2 suites postérieures, écrites par Herbert dans les années 80, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers, appartiennent quand même à une époque différente. Ça se passe plusieurs siècles après l'Empereur Dieu de Dune et raconte véritablement une autre histoire avec d'autres personnages. D'accord. Sais-tu Ensuite, il y a, exactement comme en Star Wars, il y a les suites, mais il y a les préquels. Moi, je n'ai lu que 2 cycles de préquels. J'ai lu le cycle des maisons, Maison des Atreides, Maison des Harkonnen, Maison des Corrinaux, qui raconte la vie du duc Leto Atreides, de son enfance jusqu'à la naissance de Paul Atreides. Et ça raconte les vicissitudes politiques d'une maison noble, quelques décennies avant les événements du roman Dune. Moi, je les trouve très bien. Une bonne partie des éléments d'univers que racontent Brian Herbert et Kevin Anderson dans ce cycle sont en légère contradiction avec le canon du roman principal, mais on peut passer dessus, je pense. Il y a des éléments qui sont vraiment inventés par le fils, c'est-à-dire, par exemple, euh, la mère de Jessica est justement la diseuse de vérité de l'empereur, Gaius Hélène Moyam, qui est celle qui soumet Paul Atreides à l'épreuve du gomme Jabbar au début du film. Frank Herbert n'a jamais dit que c'était la mère de Jessica, par exemple. D'accord. Ça, c'est vraisemblablement une invention du fils. Bon, donc il a fait un certain nombre de choix d'histoire que le père aurait peut-être pas fait. Et il y a ensuite le cycle de la guerre des machines qui raconte véritablement le djihad butlérien, c'est-à-dire du nom de Butler, qui est la maison noble qui va diriger la révolte des humains contre les machines. Donc ça, c'est plusieurs millénaires mais avant le roman d'or. va changer son nom. Ça, c'est 10 000 ans avant. ça, voilà. C'est Ça, 10 000 c'est ans le vrai avant Dune. prequel, alors. Et c'est un site qui est très bien. Et
C'est un vrai exactement, un vrai préquel. Moi, je les trouve très bien, ces 3 romans. On y a notamment, à la fin du premier roman, je pense, la vitrification à l'arme nucléaire de la planète Terre. Donc on a la confirmation, c'est bien notre galaxie à nous et c'est bien notre futur. Mmh. Sombre, effectivement. Et on a la genèse, effectivement, des différentes grandes écoles de personnages. On a la genèse du Bene Gesserit, des Mintar, des Tleilaxu et de la Guilde, puisque à l'époque de la guerre des machines, les longs courriers, l'épice et le voyage, les navigateurs n'existent pas encore. Et donc, les vaisseaux ne voyagent pas instantanément en plissant l'espace-temps. Donc, en fait, ce cycle est là pour poser les fondations de l'Empire galactique tel qu'il va exister dans les 10 000 années suivantes. Moi, je pense que Oui, quand on aime les effets mondes, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est intéressant. vraiment intéressant. C'est intéressant à lire. Pour l'effet monde, ouais. Et c'est cohérent, c'est raisonnablement cohérent avec le reste de l'univers. On a les débuts de la rivalité entre la maison Atréide et la maison Harkonnen. Ah oui, d'où vient Donc, cette haine entre les 2 maisons? ceci Ouais. est, qui avait déjà été, expliqué brièvement par Herbert, expliquant que lors d'une bataille, les Harkonnen, le représentant de la maison Harkonnen s'était conduit lâchement et avait été disgracié par le représentant de la maison Atréide de l'époque. Bon, tous ces événements qui ont été esquissés au détour d'une phrase par Frank Herbert occupent une bonne partie de ces romans de Genèse. Les autres romans, notamment ceux dont était tirée la série télé récente, Oui, je crois que c'est la série récente est tirée de La Communauté des Sœurs, sont des romans que je n'ai pas lus d'accord. et pour ce que j'en sais, ils rajoutent quand même beaucoup d'éléments qui risquent d'entrer en légère contradiction avec le reste de l'univers. Donc, bon, moi je ne les prends pas en compte dans ma cosmogonie personnelle de Oui, Dune. oui, oui, Donc, ce d'accord. que je peux recommander certainement, ce sont les suites immédiates et les 2 cycles précédents de Brian Herbert et Kevin Anderson. D'accord. Au-delà, je ne sais pas et je me demande si ça continue pas de sortir. À mon avis, il y a encore des romans récents. D'accord. Bon, on peut aussi se dire que Brian Herbert y a trouvé un filon, et qui plus est avec les films. Mais Oui. bon, voilà, moi ça c'est ce que je peux recommander, Mmh. Merci. les yeux fermés. Merci Guillaume pour tes éclaircissements. Simon, un mot de la fin pour terminer? Ça va être un mot de la fin un petit peu classique, mais je pense que, notre débat a déjà été, bien assez long et je pense que, ça montre aussi à quel point la richesse de cet univers, enfin, ça montre la richesse de cet univers puisqu'on aurait pu encore continuer comme ça, assez longtemps sur plein d'autres aspects. Les aspects que moi j'aurais pu avoir envie de parler sur la question de la vision de Frank Herbert sur l'État, les fonctionnaires, l'armée, sur, encore bon, la question des emplois des armes atomiques, sur des cibles, sur des ressources naturelles, hein. Bon, ce qui est, là, effectivement, si on atomise le tchernosium en Ukraine, est-ce que ça appelle une réponse nucléaire, contre des populations civiles? Bon, quelque part, c'est le scénario de Goldfinger aussi qui veut irradier des stocks d'or, hein, dans James Bond. Mais non, bah, le mot de la fin, ça serait que, ouais, c'est un univers, très riche et on n'en ferait pas le tour, mais que, se poser avec, des gens qui connaissent à la fois l'histoire, et l'histoire des comment dire? Des idées, ça apporte, ça montre à quel point, Frank Herbert avait bien réfléchi son univers, à quel point, ça continue à poser des questions pertinentes. Sur la question des conseils de lecture, je vais pas forcément, beaucoup m'étendre, mais je suis d'accord avec, Guillaume, on en a déjà parlé, hors live, dans le sens que, à partir du tome 4, donc l'Empereur Dieu, ça termine vraiment un cycle et
j'ai envie de dire que si on n'est pas curieux d'aller plus loin, c'est pas forcément la peine d'aller plus loin. Je dirais à la fois en termes d'histoire et en termes d'écriture parce que, L'Empereur Dieu, c'est comme je l'ai un peu parlé avant, c'est assez pénible à lire. Pour moi, c'est la limite du genre du roman. C'est-à-dire que c'est presque un essai, déguisé, puisque c'est essentiellement l'Empereur Dieu qui raconte des trucs et les suites, c'est beaucoup ça aussi, avec des trucs étranges, hein, notamment il y a bon les honorés de maîtresse qui reviennent, bon ça c'est déjà un truc. Bon, qui tuent les gens à coups de pied, ça c'est un autre truc. Bon, qui font l'amour avec des hommes-chats, ça c'est encore un autre truc. C'est pas forcément utile de savoir que ça existe dans Dune, mais maintenant vous le savez. Hem, donc moi, mon conseil, ça serait commencer par, les 2 films de Villeneuve, éventuellement même le deuxième directement. Vous pouvez le voir, sans pour moi sans problème. Ça vous rendra peut-être curieux pour le regarder le premier. Celui de David Lynch, si vous êtes curieux. Dune Prophétie, c'est sympa. Hem Même si, on se reste un peu sur sa fin à la fin, parce qu'il y a pas encore eu de suite, avec un Fremen qui est joué par Ragnar, dans la série Vikings d'ailleurs, qui joue très bien son rôle dans Dune Prophétie. La série Les Enfants de Dune, je ne l'ai pas vue, donc je ne pourrais pas, la recommander ou pas, mais je sais que c'était, publié chez, Très mal vieilli. produit par la maison, Sci-Fi, je crois. Ouais, mais de toute façon, Les Enfants de Dune, il y a encore un peu d'action, mais c'est essentiellement des gens qui parlent, mais le roman, c'est beaucoup ça aussi, malheureusement. Et on espère, vous retrouver peut-être sur une émission sur un autre thème, après peut-être avec des invités différents, peut-être avec les mêmes invités sur un autre thème, je ne sais pas. Sachant que là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, techniquement, c'était assez dur à monter comme émission. Donc, Ça marche. voilà. Donc Merci. on ne peut pas promettre qu'on aura toujours les mêmes invités, le même nombre d'invités à chaque fois, Ça marche, donc voilà. Simon. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci infiniment à Guillaume, à Laurent et évidemment, bah, à toi, Simon, d'avoir participé, volontairement à cette émission, d'avoir apporté, vos réflexions, vos questions, vos connaissances sur ce sujet. Si vous aimez la chaîne du Cercle Aristote et tous les formats, parce que là, c'est un format un peu plus léger où on s'évade un peu plus, mais évidemment, on traite, d'actualité, on reçoit nos auteurs, on reçoit des conférenciers. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager nos vidéos, c'est ce qui fait le plus, qui nous aide le plus. Éventuellement, posez vos questions dans les commentaires, que ce soit à Pierre-Yves ou à d'autres personnes, à d'autres invités, que ce soit à Guillaume, ou à Laurent, comme aujourd'hui par exemple. N'hésitez pas à également nous soutenir, à commander les ouvrages s'il y a des ouvrages qui vous intéressent. On a une grosse sortie littéraire en fin d'année là et puis, bien évidemment, notez la date, on va en reparler beaucoup dans les prochaines semaines le temps que cette vidéo sorte, le 13 décembre prochain à Paris, le salon des auteurs du Cercle Aristote. Pierre-Yves vous donnera les informations détaillées concernant le lieu exact, etc. Mais on vous a écouté. Donc c'est un samedi, c'est en semaine. Donc si vous voulez vous déplacer pour rencontrer vos auteurs préférés, acheter des livres sur place, les faire signer, discuter avec les auteurs du Cercle, n'hésitez pas. Voilà, samedi 13 décembre 2025. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles émissions. Et notamment, on aura un dernier Geek et Politique avant la fin de l'année. Et on vous gardera la surprise parce qu'on est en train de le préparer avec Simon. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.